Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Délier. Unir nos voix. Défilé néo-nazi dans les rues de France, restriction de l'accès à l'IVG en Italie, arsenal législatif contre les droits de la communauté LGBTQIA+, en Hongrie, salut Kühnen et chants racistes dans les stades de foot en Belgique. Partout en Europe, l'extrême droite et ses idées progressent avec des effets concrets pour nos droits et libertés. Au Parlement européen, censé incarner les idéaux de paix et de démocratie, les élections du 9 juin dernier ont confirmé la bonne santé des droites radicales. Xénophobie, colère, sentiment d'abandon socio-économique, faillite de nos démocraties, les raisons sont nombreuses chez celles et ceux qui votent pour ces partis. Mais au fond, qu'est-ce que révèle la présence de l'extrême droite au sein de nos démocraties? Quelles conséquences concrètes ce choix des urnes a-t-il sur nos droits? Et surtout, que proposer pour protéger nos libertés? Ce sont justement nos droits face à l'extrême droite que nous vous proposons de décortiquer durant cette heure-ci avec mes trois invités qu'il me tarde de vous présenter. Vous écoutez Radio des Solidarités. Merci d'être avec nous. Radio des Solidarités. La radio des solidarités. Lutter pour les jeunes, cela ne peut pas se faire sans les jeunes, sans les écouter, sans les inclure. Prendre soin, c'est un acte engagé, engageant de tous les jours, pour soi, pour les autres, pour la nature, pour le monde. La solidarité, c'est tout. Prendre soin, c'est être attentif à sa santé mentale et à celle des autres. Et pour évoquer ce sujet, nous avons du très beau monde puisque nous accueillons Barbara Stigler. Bonjour, vous êtes philosophe, professeur de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez construit votre lecture de notre société dans la rencontre entre la pensée de Nietzsche et la critique du néolibéralisme. Vous participez activement au débat public français. Merci d'être avec nous. Christophe Pébart également, bonjour, historien. Vous êtes vous aussi maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes spécialiste d'histoire ancienne grecque et donc de la démocratie et de l'état de droit. Bienvenue à vous. Et on rappelle que le dernier ouvrage de votre binôme s'intitule Démocratie manifeste aux éditions Le Bordelot et votre spectacle Démocratie 2500 ans, recherche publique désespérément. Et enfin, Florence Virendels, chargée d'études et de communication politique chez Soralia, le mouvement féministe de Solidaris. Vous nous parlerez notamment de votre campagne de sensibilisation sur les dangers de l'extrême droite. Merci d'être avec nous. Et enfin, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis les bars, un verre en main. C'est aussi ça la résistance à une société qui nous invite à produire toujours plus. Alors, on va parler durant cette heure-ci de nos droits face à l'extrême droite. Et avant toute chose, chers invités, il convient très rapidement de déterminer ce qu'on entend par extrême droite, puisqu'il existe près de 30 définitions. Le sujet est en effet complexe, mais pour avoir une base de discussion commune, qui n'empêche en rien que vous l'interrogiez, que vous la complétiez ou que vous la dézinguiez même, je vous propose de partir de 3 éléments cumulatifs sur l'extrême droite. 1. La défense d'une société inégalitaire entre groupes, sociaux, ethniques, culturels, sexuels. 2. La priorité donnée à un nationalisme fort. Et 3. Un programme politique ou d'action qui vise à déstabiliser nos piliers démocratiques ou à les mettre sous tension. Petite précision et un cadre de discussion commun qui est posé. Et je peux enfin me tourner vers mes invités royaux. Et je vais commencer avec vous, Barbara Stigler, avant de parler de notre droit attaqué. Peut-on s'accorder sur le fait qu'il ne s'agit plus de lutter contre la montée de l'extrême droite en Europe, mais bien de lutter contre les effets directs et indirects de l'extrême droite au sein des parlements? C'est une réalité au Parlement européen, mais aussi dans les différents parlements nationaux, en France notamment chez vous. Est-ce que le réveil n'est pas un peu tardif ? Si, forcément, face à quelque chose d'aussi destructeur et qui remonte à très longtemps. Moi, j'étais enfant dans les années 80 quand déjà l'extrême droite ravageait notre pays, le péril de Jean-Marie Le Pen. Donc je n'ai rien connu d'autre. Je n'ai pas connu une vie sans ce péril, sans cette montée inexorable. Il y a eu très rares accalmies et puis ça a repris de plus belle. Donc évidemment, tout semble trop tardif, bien sûr. Mais j'ajouterais que c'est d'autant plus accablant qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur la montée de ce qui est étiqueté extrême droite, par exemple le parti de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, mais il faut aussi s'inquiéter sur la manière dont l'extrême droite
se diffuse à droite, au centre, à l'extrême centre, dans la Macronie. Et donc, à bien des égards, l'extrême droite, elle est déjà au pouvoir. Quand on écoute et quand on regarde l'action de quelqu'un comme Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il y a assez peu de différence avec l'extrême droite étiquetée comme telle. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que l'extrême droite, elle a pris des positions fortes dans le pouvoir dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on peut dire que nous sommes face à un gouvernement qui mime l'extrême droite. Et ça avait déjà été le cas. C'était déjà le cas à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui... c'est à ce moment-là que vous pointez une sorte de basculement en France où c'était diffus plutôt. Il y a un véritable basculement avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Dans le choix de la sémantique du vocabulaire, des actes, les politiques, absolument. Ou bien c'est un tout C'est-à-dire l'idée du sarkozysme, c'est pour combattre l'extrême droite, il vaut mieux que nous portions nous-mêmes son discours, comme ça ils perdront des électeurs et les électeurs iront vers nous. Donc c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait. Ensuite, donc on a eu une présidence absolument catastrophique qui a totalement détruit le pays et qui a, par exemple, mis au centre de la vie nationale un débat absolument délétère sur ce qu'il s'appelait l'identité nationale, qui a déchiré le pays. Et ensuite, quand la gauche est arrivée, elle s'est mise, elle aussi, ou étiquetée comme telle, avec le gouvernement, sous la présidence de Hollande, le gouvernement Valls notamment, s'est mise, elle aussi, à mimer l'extrême droite, la déchéance de nationalité, tout un discours ultra sécuritaire, etc. Et ensuite, avec le macronisme, ça s'est encore aggravé. Donc pour moi, l'extrême droite, elle n'est pas seulement à l'extrême droite de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, elle est déjà dans certains ministères et au niveau de ces 3 présidences qui détruisent invariablement le pays depuis 2007. Christophe Priebart, comment voyez-vous cette évolution justement de cet état que Barbara Stiegler rappelle, cette diffusion des idées d'extrême droite en Europe, qui est née finalement d'un idéal de paix, qui a justement intégré la Grèce parce qu'elle en constituait le berceau démocratique. Quel est votre regard sur cette Europe qui vacille, au regard de l'historiographie de la démocratie? Et en d'autres termes, sommes-nous à un basculement, comme on venait d'en parler? Moi, je crois on assiste à un mouvement général, presque mondial, de montée de ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc, ce qui est frappant, c'est que ça se voit partout. C'est pas simplement en Europe, mais que manifestement, ce continent autour de cette construction politique et l'Union européenne qui devait être protégée de ce type d'extrémisme en lien avec l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et des catastrophes qu'elle avait produites, se retrouve à être une forme de berceau ou d'incubateur des idées d'extrême droite. Donc il y a encore quelques décennies, on pouvait regarder ça comme si c'était un virus, une sorte de maladie étrangère qui nous tombait dessus en se demandant mais d'où elle pouvait venir. Aujourd'hui, je crois que force est de constater que nous devons nous demander si ce n'est pas l'Union européenne telle qu'elle est configurée qui fabrique de l'extrême droite, c'est-à-dire non plus comme une sorte de maladie extérieure, mais comme une pathologie qui est à l'intérieur de nos sociétés. Et si on pense ça, ou si on envisage cette hypothèse, il devient évident que nous ne pouvons plus combattre l'extrême droite de la même manière, car ça veut dire qu'elle est parmi nous, à certains égards en nous, et que nous devons donc analyser et regarder ce phénomène d'une toute autre manière. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement le racisme, la discrimination, mais la question du racisme, elle est dans tous les partis politiques. Elle ne se pose pas uniquement à l'extrême droite. Toutes les autres discriminations qui ont été évoquées, de même. Donc c'est une chanson qu'on a chantée pendant longtemps parce que ça nous semblait facile de dire qu'on était le camp du bien face à une sorte d'ultra minoritaire un peu arriéré et retardé qui n'avait pas su saisir le progrès porté par l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où nous devons nous dire comment nous avons pu produire ça et qu'est-ce qui nous est arrivé. Et je crois que devant ce constat, la question de la démocratie, elle devient importante car nombre des problèmes que nous traversons sont précisément liés au fait que la question de la démocratie n'a pas été simplement abandonnée au niveau européen, elle a été traitée comme étant un problème rapporté au progrès qu'il fallait imposer aux sociétés, sociétés réduites à des sortes de masses un peu ignorantes, retardées, passant leur temps devant la télévision, des émissions de télé-réalité, et à qui il ne fallait surtout pas donner le pouvoir.
Et on s'est retrouvé dans une situation où finalement la question du pouvoir du peuple, alors avec, comme ça a été dit tout à l'heure dans la définition, une définition ethnique du peuple, mais cette question du pouvoir du peuple a été portée par l'extrême droite, pendant que bon nombre de partis politiques, dits raisonnables, etc., expliquaient à leurs électeurs qu'il fallait leur faire confiance et qu'ils nous conduiraient vers un avenir prospère. Donc nous sommes aujourd'hui dans un système où il n'y a plus qu'un seul camp qui porte une critique radicale, structurée, moi c'est l'impression qu'on peut avoir, mais avec force, c'est l'extrême droite. Donc on est dans une situation paradoxale où l'extrême droite devient une possibilité pour exprimer non pas simplement une colère ou un mécontentement, mais l'envie d'autre chose. Et ça, je crois que c'est un véritable problème que de réintroduire la critique, au sens philosophique du terme, à l'intérieur de la vie politique, mais qui ne soit pas une critique simplement morale, mais qui soit une critique politique au sens strict, et qui donc ait le courage d'affronter les transformations négatives de mon point de vue, qui ont été portées, accompagnées, encouragées par l'Union européenne. Et est-ce qu'on peut dire que bizarrement, en fait, l'extrême droite, elle arrive parfois aussi à pointer les errements démocratiques et la faiblesse parfois de l'exercice de notre état de droit. Et donc il y a un côté où on devrait se dire finalement... Est-ce que la lutte contre l'extrême droite ne passe pas d'abord par une autocritique, notamment par rapport à l'exercice de ces droits fondamentaux ? Exactement, c'est-à-dire que l'extrême droite a réussi à imposer sa définition ethnique du peuple parce qu'elle a critiqué l'absence de pouvoir donné au peuple. Et donc en fait, elle a joué de cette ambiguïté et à juste titre, nous nous sommes énormément concentrés sur les questions de racisme, etc., en oubliant la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a voulu essayer de débattre de la question donc de la définition du peuple, souvent d'ailleurs en reprenant les critères de l'extrême droite, mais en les transformant en critères positifs. C'est-à-dire que si vous défendez les minorités contre les discriminations, au fond, vous n'êtes plus en capacité de dire dans quel tout ces minorités sont inscrites. Et en face, vous avez un camp qui vous dit il y a un tout, c'est le peuple. Alors, il y en a qu'il faut sortir parce qu'ils ne font plus partie du peuple, mais au moins il y a un peuple. Et s'il y a un peuple, ce peuple peut gouverner ou peut dire qu'il ne gouverne pas et qu'il devrait gouverner. Et c'est une forme d'aporie dans laquelle nous sommes, qui est précisément que la gauche, pour dire vite, s'est privée depuis plus d'une décennie de la capacité à dire ce qu'était le peuple et donc à définir ce que pouvait être un gouvernement du peuple. Et ça, je crois que c'est un problème politique majeur. Nous ne pouvons pas construire un projet politique sur la seule proclamation que nous sommes tous des minoritaires discriminés. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça, parce que d'abord on en oubliera toujours, donc on va fabriquer des mécontents qui diront pourquoi on ne parle pas de moi. Par exemple, l'ouvrier blanc de plus de 50 ans qui est méprisé par son contremaître, par toute la hiérarchie de son entreprise, et qui apprend à la radio qu'il est un mâle dominant et qu'il est responsable du patriarcat ou qu'il est une sorte de bras armé du patriarcat. Ce qui est vrai est faux, c'est-à-dire qu'en fait on pointe quelque chose de juste, mais en même temps on enlève à cet individu la capacité à produire un raisonnement critique pour dire quelle est sa position, puisqu'il est renvoyé à une position de dominant alors que lui se vit comme un dominé. Et où c'est qu'il va trouver des ressources critiques pour se penser ? Précisément dans l'extrême droite qui va lui expliquer qu'il est privé d'un pouvoir qu'il devrait avoir et que l'extrême droite va lui donner. Et moi, je pense que c'est une question centrale. Raison pour laquelle parler de la démocratie comme nous le faisons avec Barbara Stigler est central, parce que ça nous oblige à tenir ensemble et la question du peuple, c'est-à-dire de sa définition, et la question du pouvoir du peuple. Barbara, je reviens vers vous. Quand on a tout ça, et on le disait, vous avez construit un peu votre lecture de la société, en tout cas sur la critique du néolibéralisme. Il y a forcément dans le néolibéralisme la production, l'élite qui doit arriver à un certain niveau. Est-ce que, selon vous, j'imagine, il y a un lien de causalité, ou en tout cas un lien avec l'extrême droite qui fait des minorités, justement, un problème dans la société? Il y a des liens là entre une lecture de l'extrême droite qui est on laisse les minorités de côté, et puis le néolibéralisme qui dit on va mettre sur un piédestal les élites. Oui, alors il y a un lien très très puissant, et depuis les années 30, entre le néolibéralisme et l'extrême droite ou les fascismes, les diverses formes de gouvernement autoritaire assimilables au fascisme ou à l'extrême droite. Le néolibéralisme s'est inventé dans les années 30 comme réponse à la crise de 29. Et il a désigné son camp adverse. Alors bien sûr le communisme, le socialisme évidemment, mais surtout le camp qui était en train de monter, c'était le camp
du nationalisme fascisant, etc. Et donc, le néolibéralisme a campé un monde dans lequel soit vous êtes pour la mondialisation du marché, la fin des États-nations, et on retrouve la question de l'Union européenne qui évidemment porte ce néolibéralisme mondialiste. Donc soit vous êtes dans ce qui est le camp qui est présenté comme le camp du bien, le camp de la vérité, le camp de l'avenir. L'espèce humaine doit s'adapter à un nouvel environnement dans lequel tous les flux sont mondialisés, accélérés, dans lequel il n'y a plus de frontières. Voilà. Donc ça, c'est le camp du bien et de la vérité selon les néolibéraux dès les années 30, et on est encore dans ce monde-là. Et le camp d'en face, le camp adverse qui est désigné comme l'ennemi à abattre, c'est tous ceux qui refusent cette mondialisation du marché et qui s'attachent par exemple à la souveraineté populaire, à l'État-nation, à l'idée d'une souveraineté exercée à l'échelle d'un État et qui essaie de penser quelque chose comme une forme de clôture et de stabilité. Et donc, on est aujourd'hui encore prisonnier, donc bientôt ça fera 100 ans, ça fera un siècle qu'on est prisonnier de cette opposition binaire entre ceux qui sont pour la mondialisation du monde et ceux qui sont considérés comme archaïques parce que s'arc-boutant. Ce faisant, dans un tel monde, on est incapable de penser la souveraineté populaire à l'échelle de l'État-nation, ce qu'a très bien expliqué à l'instant Christophe Pébart. Tout le monde s'en rend incapable, y compris ceux qui s'estiment des adversaires du néolibéralisme à gauche, parce qu'on s'en donne pas, on reste pris dans cette partition entre mondialiste et anti-mondialiste. Donc il faut absolument redonner, c'est ce que nous essayons de faire, avec la question de la démocratie, donc du démos, de cet acteur de la démocratie qu'est le peuple, il faut absolument redonner son sens à l'échelle de la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'échelle de l'État-nation, qui est partout, à part à l'extrême droite, méprisée, soit au nom du localisme, soit au nom du mondialisme, soit au nom d'une vision écologiste globale, ou d'un alter-mondialisme, mais enfin à chaque fois c'est soit l'échelle du global, du mondial, soit l'échelle du local, mais celle de la souveraineté populaire et de l'État-nation, elle est systématiquement abandonnée à l'extrême droite. Et on reviendra sur cette question effectivement du démos en tant qu'acteur. Mais moi j'avais une question en Belgique francophone. Donc on a, alors moins en Flandre, mais il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le cordon sanitaire, qui est un accord entre partis démocratiques et médias publics pour isoler politiquement et médiatiquement l'extrême droite. Alors, la question est un petit peu à tout le monde, mais aussi à vous en tant que philosophe. Est-ce que c'est moralement légitime qu'une démocratie ne donne pas la parole à ceux et celles qui veulent la détruire, selon vous? Et je rappelle pendant la réflexion qu'en fait, il y a des études qui ont été sorties, notamment une étude de l'université de Gand qui a pointé justement les effets bénéfiques du cordon sanitaire pour dire que en fait, ça marchait. Et donc voilà, Christophe Pébart. Je crois il faut faire très attention à l'idée du cordon sanitaire parce qu'elle cache en elle-même une idée qui, de mon point de vue, est extrêmement dangereuse, qui voudrait qu'on attrape l'extrême droite comme on attrape un rhume. C'est-à-dire que si jamais j'écoute une idée d'extrême droite, je deviens d'extrême droite, donc il faut les empêcher de parler pour régler la question. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est souvent à ça que c'est réduit. C'est-à-dire on dit, regardez, dans la Belgique francophone, ils ont résolu le problème, alors qu'en France, ils vivent un dimanche noir à chaque dimanche électoral. Donc évidemment, et en France, on finit par avoir cette tentation. Sauf que notre problème n'est pas d'entendre des idées d'extrême droite, comme l'a dit parfaitement Barbara Stigler tout à l'heure. Notre problème, c'est que tout le monde raisonne avec les cadres intellectuels de l'extrême droite. Et donc, s'il s'agissait d'interdire la parole, on fermerait les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder que le problème, il est beaucoup plus profond que simplement une étiquette d'un individu qui serait une étiquette qui le mettrait de côté. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, effectivement, nous devons nous interroger sur, non pas l'existence physique et même, organisée de gens qui sont contre la démocratie ou etc., mais sur le fait de les traiter comme un parti ou des mouvements comme les autres. Parce que si ces gens considèrent qu'ils veulent à tout prix vivre dans une autre société qui nie
tous les éléments fondamentaux qui nous constituent et sur lesquels nous sommes d'accord, effectivement, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais dans ces cas-là, le problème, ce n'est pas le cordon sanitaire. C'est la présence en tant que parti dans le jeu électoral normal. Ce qui est une question qui a été posée en France au début des années 90, puisqu'il y avait une pétition pour demander l'interdiction du Front National sur la base que dans la loi française, il est interdit d'agir contre la République. C'est interdit. C'est-à-dire que, Et ça, dans votre lecture de l'histoire des démocraties, c'est quelque chose qui se justifie, ça, d'avoir des lois, de législativement encadrer des attaques contre la démocratie, contre le système institutionnalisé de... Les Athéniens l'ont fait en fait, mais tardivement. C'est-à-dire qu'ils ont eu au cours du siècle que j'étudie, le 5e siècle, ils ont eu 2 moments qui sont des moments qu'on appelle oligarchiques, voire même tyranniques. Et ce sont des moments qui commencent démocratiquement, c'est-à-dire sur la base d'un vote à l'Assemblée où le corps civique lui-même décide de sa propre réduction et donc sape par sa décision collective. Voilà, donc c'est une vraie question parce que comment, au nom de la démocratie, empêcher ce type de vote là, on est vraiment aux limites de ce qu'on peut faire. En tout cas, je crois que la question que ça pose, c'est la défense de la démocratie, mais on revient au problème qui est le nôtre avec Barbara Stiegler, c'est que défendre la démocratie, si ça signifie défendre le monde tel qu'il est, défendre les pouvoirs autoritaires qui s'habillent de démocratie parlementaire, de système électif, etc., et représentatif, si c'est ça, défendre la démocratie, eh bien, c'est pas possible. Et je crois que c'est la vraie question. C'est-à-dire que défendre la démocratie, ça doit vouloir dire autre chose que défendre l'actuel. C'est construire ensemble un autre système politique dans lequel on pourra se dire sérieusement, sans ironie, que c'est effectivement le peuple qui se gouverne lui-même. Et je crois que c'est la question que nous devons affronter. Et c'est sur ce terrain-là, à mon sens, que nous devons attaquer l'extrême droite. Elle est sur la définition du démos. C'est en refusant, par principe, cette définition excluante du démos que nous avons une chance de les prendre là où ils se situent, là où ils sont forts. Mais ça nous imposera aussi d'accepter que si le peuple, c'est tout le monde, c'est aussi les gens que nous n'aimons pas, ceux qui sont peut-être discriminants, ceux qui ne se préoccupent pas de l'environnement. Parce que si on pratique la même exclusion sur d'autres opinions, nous faisons la même chose. Et je crois que ça, c'est une question qui doit être posée à la gauche, qui a une tentation au nom des urgences, du souverain bien qu'elle incarne, a tendance à laisser de côté comme si c'était tellement évident qu'il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et on revient sur ce qu'a dit Barbara Stiegler à l'instant, sur le camp du bien et le camp du mal. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on lutte intellectuellement d'une autre manière, plutôt que de se draper dans une sorte de morale qui ferait qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur ce que nous faisons et sur ce que nous avons fait, puisque de toute façon, quand on lutte contre l'extrême droite, on a forcément raison. Et je crois que c'est à cet endroit-là que nous devons débattre et accepter d'envisager nos erreurs, trouver d'autres manières de faire. Alors Florence Virendel, moi je me tourne vers vous justement parce que vous avez décidé justement de parler de l'extrême droite via une exposition qui est vraiment magistrale et que je vous invite évidemment à aller voir ici gratuitement. Donc c'est sous forme de BD. Comment est née cette idée de l'exposition? Si vous pouvez la contextualiser en 2-3 mots. Alors oui, chez Soralia, cette année, on a décidé de réaliser notre campagne d'éducation permanente autour de l'extrême droite. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer les citoyennes et les citoyens sur les risques qui peseraient sur leurs droits et notamment sur les droits des femmes si jamais l'extrême droite montait au pouvoir en Belgique. La montée de l'extrême droite, c'est un phénomène qui nous inquiète particulièrement parce que l'extrême droite, elle est caractérisée quand même par des mouvements antiféministes et conservateurs. Et puis cette année, on était sur une année électorale hyper importante en Belgique vu qu'on votait à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, on a saisi cette occasion-là. On est aussi un mouvement centenaire qui a développé vraiment une expertise en matière d'enjeux électoraux. On a des animatrices sur le terrain qui travaillent directement avec les publics, et notamment des publics plus vulnérables, et majoritairement des femmes. Et donc, voilà, pour nous, il y avait vraiment une carte à jouer cette année par rapport à ça. Comme tu l'as dit, Lionel, donc on a une exposition, mais le cœur de la campagne, c'est vraiment la BD en tant que telle. On avait envie de créer un outil assez radical. On est un peu dans une dystopie parce qu'on voulait justement se réapproprier la bataille des récits.
on voit que l'extrême droite joue beaucoup avec certains codes et on voulait un petit peu aller sur ce terrain-là. Mais tout en mettant en avant qu'en fait les menaces qu'on pointe dans la BD, elles sont déjà, comme le disait Barbara, d'actualité dans plein de pays en Europe et même en Belgique. Parce que dans la BD, par exemple, on parle du droit à manifester. Et on l'a vu en Belgique l'année passée, ce droit a été quand même vachement remis en question. Et c'est justement la société civile qui a permis de ne pas... qu'on ne légifère pas en tous les cas contre la liberté de manifester. Et donc voilà, donc on a cette BD qui illustre plusieurs situations. Donc on a un leader qui monte au pouvoir et qui va prendre un certain nombre de réformes. Et à chaque fois, on a un personnage féminin qui va subir les conséquences de ces réformes. Et donc on est évidemment sur le droit à l'avortement, qui est quand même un enjeu fondamental. On parle aussi donc de liberté de manifester, d'accès au chômage et d'accès de manière générale à la sécurité sociale. Et on a aussi un regard évidemment sur les publics, on va dire, minoritaires, entre guillemets. Donc on a une attention particulière, par exemple, sur les personnes en situation de migration. On le sait, la migration, c'est un thème privilégié de l'extrême droite. Et donc on est revenu aussi là-dessus. Et donc, on l'a décliné en exposition. Cette exposition, elle est disponible. Elle peut être utilisée sur le terrain. L'objectif, c'est d'avoir aussi des outils de vulgarisation, vraiment, qui parlent aux gens, pour vraiment travailler avec eux sur, comprendre ce que c'est déjà les idées d'extrême droite, et ensuite pouvoir avoir les clés pour déconstruire, en fait, les discours populistes de l'extrême droite. Parce que on a un public parfois qui nous dit en fait nous on pense que ça c'est bien, oui, mais réfléchissez derrière quels sont en fait les droits sociaux qui sont potentiellement menacés. Et donc on est dans cette approche là. Et justement, cette BD qu'on vous invite vraiment à vous procurer, ou en tout cas à aller voir l'expo qui est disponible ici notamment. Alors Soralia, donc c'est le mouvement féministe et solidaire de Solidaris. Comment est-ce que vous analysez le fait que, quand on parle d'extrême droite, et là justement vous avez le prisme féministe, les raisons pour lesquelles effectivement les femmes sont une cible généralement de choix prioritaire par rapport aux droites radicales, aux conservateurs, etc. Selon vous, comment vous lisez ça, comment vous analysez ça ? L'extrême droite déjà a une vision très conservatrice et très traditionnelle de la société, et en particulier notamment de la famille. Donc on voit que dans la vision de l'extrême droite, la famille nucléaire, c'est la base de la nation. Et donc on est vraiment dans une idéologie derrière dans une famille, chacun a son rôle. Les femmes, elles sont là pour enfanter, pour s'occuper du foyer. L'homme a un rôle plutôt de chef de famille, au travail. Et l'objectif, c'est vraiment de préserver un certain type de société, donc une société blanche, hétérosexuelle, européenne. Et donc, l'extrême droite cadenasse beaucoup. On pourrait se dire, c'est assez caricatural comme façon de voir les choses, mais il y a des partis réellement qui inscrivent ça dans leur programme. Et notamment en Belgique, le Vlaams Belang inscrit ça dans son programme noir sur blanc. Et donc, l'extrême droite, en quelque sorte, va chercher notamment à contrôler le corps des femmes. Donc déjà, ça, c'est une première grosse menace. Et aussi va limiter l'accès à l'autonomie des femmes. Et donc, ça a des conséquences, effectivement, importantes quand on parle d'accès au travail, d'accès à l'avortement, d'accès à la contraception. Ça a des répercussions aussi sur les situations de vulnérabilité dans lesquelles les femmes peuvent se retrouver aussi. On sait que quand l'autonomie des femmes est menacée, il y a plus de risques de violence, par exemple, parce qu'elles ont moins de capacité au final pour rebondir. Et puis ça menace aussi toute leur participation à la société de manière générale, dans la vie culturelle, vie politique. Voilà.
Et on va rappeler à ce sujet-là la nécessité de la fin du statut de cohabitant et aussi le fait que l'urgence a été votée au Parlement sur l'extension du droit d'avortement de 12 semaines à 18 semaines. Petit message notamment à Maxime Prévost, qui est notre futur médiateur, subtilité de la politique belge, qu'on vous invite évidemment à lire. Alors Barbara Stigler, vous pointez aussi la nécessité d'un nouveau chantier démocratique, brièvement et pas brièvement, mais je veux dire, quels en seraient les contours principaux selon vous? Comment vous construisez, comment vous posez les fondations de ce chantier? C'est très très difficile d'appréhender la démocratie pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que nous appelons démocratie, ça a été dit tout à l'heure par Christophe Pébart, ce n'est pas la démocratie. Notre pièce Démocratie 2500 ans, recherche publique désespérément, commence par cette phrase qu'on décline à la première personne et du singulier puis du pluriel, etc. Je nomme démocratie un régime dans lequel le peuple ne gouverne pas. Nous nommons, vous nommez, voilà. Aujourd'hui, on appelle démocratie des pays dans lesquels ce n'est pas le démos qui a le kratos, mais le peuple, s'il existe, et on a vu que son existence était tout à fait discutable, parce que précisément il n'est pas pensé, il est abandonné à lui-même, il ne se saisit pas lui-même, sinon comme ethnos, c'est-à-dire comme fantasme de l'extrême droite, de la race pure, etc. Donc le démos n'est pas garanti, n'est pas donné, il faut qu'il se constitue historiquement. Par exemple, le démos en France, il surgit en 1789. Avant, il n'y a pas de démos, il n'y a pas de peuple. Il y a une population, un ensemble de sujets, voilà. Et ça veut donc dire que son existence comme acteur de la vie démocratique, comme un peuple qui décide souverainement de son avenir, etc., n'est pas garantie. C'est quelque chose qui doit se maintenir. Donc là, on n'a pas les conditions historiques pour un démos constitué comme tel. À la place, qu'est-ce qu'on a? À la place, on a une population d'électeurs qui, tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans, sont sommés de consentir à être gouvernés par d'autres. Obligés en Belgique. Et chez vous, obligés. Voilà, donc c'est un consentement qui est complètement extorqué. Consentement, j'entendais l'autre jour une députée de gauche par charité, je ne vais pas la citer, je ne vais pas citer son nom, nous expliquer ce qu'était la démocratie. Mais j'étais effarée de sa définition. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument rien compris à ce qu'est la démocratie. De manière extrêmement solennelle, elle expliquait sur un plateau de télévision. Enfin, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le consentement à l'autorité. Voilà comment elle définissait. Elle le faisait contre Macron, parce que Macron est un forceur. Il ne respecte pas le consentement. Il y a une forme de viol. Il ne respecte pas le consentement des Français. Il force. Donc, face à ce forceur, la définition de la démocratie, ça devient respecter le consentement à être gouverné par d'autres que moi. C'est-à-dire, c'est la négation même du mot démos, kratos, démocratie. Donc, la démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple gouverne effectivement. Est-ce que c'est possible? Oui, ça a été possible à Athènes. Ça a été possible dans certains moments de notre histoire. Le grand moment révolutionnaire et toutes ses répliques tout au long du 19e siècle. Donc, la démocratie, oui, nous pensons avec Christophe Pébart, peut-être que vos auditeurs ne seront pas d'accord, mais nous pensons que c'est possible. Ça a été possible, ça peut redevenir possible. Mais pour ouvrir ce chantier, comme vous disiez, c'est vraiment le mot, il faut décaper le mot démocratie de toutes ces couches de vernis, de mensonges, d'erreurs, qui ont été fabriquées par ce que nous appelons le système électif. Le système électif s'est constitué un peu autour de plusieurs révolutions, en particulier la révolution américaine et la révolution française, qui sont à peu près contemporaines. Et il s'est constitué, ce système électif, pour conjurer le risque de la démocratie. Il s'est constitué sur la base de l'idée qu'il y avait cette démocratie qui redevenait à l'ordre du jour, la démocratie des Athéniens, redevenait un mot absolument fondamental en Amérique, en France, partout. Il y avait donc cette aspiration démocratique. Il y avait même des gens qui se disaient démocrates. Donc c'était vraiment une poussée extrêmement forte dans le monde. Et face à cela, en gros, les bourgeois libéraux, pour aller vite, c'est un peu simplificateur, mais c'est parmi les principaux,
ont trouvé une parade qui est de dire d'accord, on va donner un rôle à ce peuple, ce sera d'élire. On va les occuper, quoi. Alors déjà, on va considérer qu'ils s'occupent de leurs propres affaires et qu'ils n'ont pas envie de gouverner. De toute façon, ils n'en sont pas capables, ils ne sont pas compétents. Et ils vont élire des gens qui s'extraient du démos, qui ne font pas partie du peuple, qui sont au-dessus du peuple parce que plus compétents, parce que ayant la trempe d'être des élus. Et du même coup, ce système représentatif, qui est le régime dans lequel nous vivons dans ce régime-là, c'est imposé comme la définition de la démocratie. Mais si vous voulez, c'est tout à fait une tromperie, puisque c'était au contraire une machine de guerre pour conjurer le risque démocratique. Donc vous voyez, tout le travail pour décaper le mot, et les mots qui composent ce mot, pour arriver à penser la démocratie, c'est particulièrement difficile, et c'est très peu fait, à la fois dans les milieux politiques, où on parle très peu de la démocratie sérieusement, sinon pour dire des bêtises, très peu fait dans le milieu universitaire, où cette question est très mal traitée, très peu traitée. Donc la démocratie, c'est une espèce d'évidence, nos démocraties par-ci, nos démocraties par-là, mais qui n'est pas du tout pensée. Et c'est ce que vous dites quand vous dites que notre démocratie, entre guillemets, n'est possible qu'en fonction d'un certain rapport au savoir, c'est-à-dire au monde, hein, je vous cite. Ça signifie quoi exactement ? Est-ce que, allez, j'ai envie de vous challenger, est-ce que ça veut dire qu'on devrait tous penser dans le même sens ? Alors, merci beaucoup de cette question. C'est très, très, très important. Et c'est une excellente question. Parce que la démocratie, c'est un régime dans lequel le démos délibère sur le bien commun. Ce faisant, dans la démocratie, les gens se demandent, pour délibérer sur ce qui est bien, sur ce que nous devrions faire, se posent des questions sur ce qui est. Et donc, c'est une réflexion sur la vérité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie si tout le monde ne se réunit pas pour se dire bon, qu'est-ce qui serait le mieux et donc qu'est-ce qui est, voilà, on est dans une prise de position épistémique. Ça n'a rien à voir avec un régime dans lequel chacun, par exemple, poursuivrait ses intérêts. Régime libéral. Dans un régime libéral, chacun poursuit ses intérêts, peu importe la connaissance, le savoir, la vérité. Moi, j'ai mes intérêts de consommateur, de consommatrice, de reproducteur, je veux fonder une famille. La question de la vérité est à milieu. On l'abandonne à ceux qui sont spécialistes, c'est-à-dire les scientifiques. Vous voyez ? Tandis qu'en démocratie, la question de qu'est-ce qui est le bien commun et donc qu'est-ce qui est la question pour établir la vérité des choses. Par exemple, quel est ce virus qui nous tombe dessus ? Comment fonctionne l'organisme ? Quels sont les bons médicaments ? Quels sont les bons traitements ? Faut-il confiner ou pas ? Comment le virus se transmet ? Toutes ces questions épistémiques. En démocratie, elles sont au milieu de la cité. Elles ne peuvent pas être la chose de spécialistes de la vérité scientifique qui décideraient à notre place de tout ça et qui nous expliqueraient c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en démocratie, forcément, les questions sont épistémiques, sont des questions de connaissance. Et c'est pour ça que c'est un régime particulièrement intéressant et qui plaît beaucoup à la philosophe que je suis, parce que la question de la vérité et du bien est au cœur de ce régime. Christophe Pébart, la dimension participative justement du citoyen dans la cité, hein, est-elle une clé pour restaurer la confiance ? On avance vers ça. Alors, nous, en Belgique francophone, on est plutôt bon élève dans tout ce qui est initiative locale et régionale, hein, mais on voit par exemple qu'il y a des décisions politiques qui vont dans le sens, par exemple, on va prendre le respect de l'environnement, hein, donc d'un intérêt présupposé collectif, d'un bien commun, comme on vient de le dire, mais qui peuvent être contrecarrés par la participation d'un public concerné qui est rétif, par exemple, à ce changement. Et donc, on a, si on prend justement hein, ces exemples de politique environnementale qui font naître des tensions au sein de la population, comment avancer, selon vous, sur ces conflits qui naissent dans des mesures qui sont supposées être nécessaires, hein, on va dire, en matière environnementale, et la volonté contraire du démos dans certains cas d'un public qui est concerné par la chose. Comment est-ce que vous avez une porte de sortie là ? Oui, alors d'abord, je crois que maintenant, parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on est un peu globalement rentré dans cette idée de participation et qu'on allait rénover ou réenchanter la politique par la participation des citoyens. Et on a inventé, en France, ça a été le slogan d'une candidate qui a perdu l'élection en 2007, Ségolène Royal, hein, la démocratie participative. Je me suis toujours amusé avec cette expression parce que j'ai toujours dit c'est une expression géniale parce qu'elle dit exactement
dans quelle situation nous sommes. Puisque s'il y a une démocratie participative, il y en a donc une autre qui est non participative. Et dans cette autre démocratie, donc non participative, qui ne participe pas? Le démos. Donc en fait, c'est une fiction, et beaucoup de gens ont compris que c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de faire ce que les élus vous ont déjà délimité, c'est-à-dire que vous avez votre petit territoire, soit on vous donne des miettes en termes financiers, et on vous dit vous avez 4 projets, alors vous allez sélectionner le projet qui plaît le plus, ou etc. Mais c'est une fiction absolue de démocratie, puisque la démocratie, elle commence par la délibération sur le projet et sur savoir quel est notre problème. C'est-à-dire qu'en démocratie, on ne résout pas les problèmes, on se réunit pour savoir quels sont nos problèmes. Donc la définition même des problèmes, c'est le début de la démocratie. Donc quand vous avez dit tout à l'heure dans votre question, on sait que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que si effectivement nous pensons que c'est nécessaire, pourquoi faire semblant? Sinon, on est dans le système néolibéral de la fabrique du consentement. C'est-à-dire, on vous dit, puisque c'est nécessaire, on va vous demander en plus de le faire gaiement, en disant c'est formidable, ou etc. Ce que nous avons vu un peu partout au moment de la crise du Covid, où on a eu cet exercice de joie obligatoire, où tout le monde devait dire à quel point il adorait être confiné chez lui, il adorait plus voir ses amis, parce qu'il respectait la planète, les plus anciens, ou etc. En France, on a eu là récemment l'ardente obligation de se réjouir des Jeux Olympiques, disant que c'est formidable, les Français ont des médailles, et donc on vit comme ça. Et donc, les Belges aussi. Voilà, mais j'imagine. Donc je trouve ça très intéressant parce que ça montre pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Parce que personne n'est bête. C'est-à-dire, tout le monde comprend bien ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire qu'on vous demande de légitimer un système à travers une bonne action. Et donc, évidemment, au départ, vous dites, moi j'ai plutôt envie de faire... la plupart des individus ne sont pas mauvais, ou etc. Donc, mais ils comprennent bien quand on les pousse dans le dos et qu'on leur dit fais ça, et qu'en plus on leur dit c'est ta liberté de le faire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je crois que ces dispositifs de participation sont très souvent extraordinairement mal conçus, parce que l'essentiel de ce qui devrait être démocratique échappe au citoyen qui doit participer. Donc il arrive à la fin et on lui dit maintenant à toi de jouer. Et en plus, il sent bien qu'il y a un soupçon permanent qu'il aurait envie de ne pas le faire, ou etc. En réalité, les contradictions, elles sont à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas entre nous. Il y en a aussi entre nous, mais elles sont à l'intérieur de nous. Je peux être un automobiliste et à ce point de vue, je veux une file de plus parce que j'en ai marre d'être dans les embouteillages le matin quand je vais travailler, j'amène mes enfants à l'école en voiture, etc., etc. Je suis un automobiliste, mais je suis aussi quelqu'un qui le dimanche va en forêt, je suis peut-être allergique, je n'aime pas la pollution, etc., etc. Donc si on néglige ces éléments de contradiction qui sont au moins autant en nous qu'entre nous, alors on arrive dans un dispositif où on vous dit, on vous oblige à obéir au nom de la démocratie. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et plus on rentre là-dedans, plus comme par hasard, on fabrique des citoyens rétifs qui ne sont pas nécessairement rétifs au dispositif qu'on leur propose là, mais qui sont rétifs à cette fiction qu'on leur présente comme sous le nom de démocratie. Donc une démocratie participative authentique, elle commencerait par une assemblée pour savoir quels sont nos problèmes, quelles sont nos priorités, et pas comment on respecte l'environnement dans sa rue, où c'est qu'on doit mettre les déchets, ou etc. Parce que ça, c'est une fiction. Et je crois que ça fait partie, justement, de la montée de l'extrême droite. Parce que dans cette situation, beaucoup ont l'impression que l'extrême droite tient un discours de vérité qui, en plus, est nié par les gouvernements qui disent attention, c'est l'extrême droite, n'y allez pas. Donc on a une machine infernale dans laquelle, parce qu'on refuse de parler des problèmes de démocratie, on offre le luxe à l'extrême droite de ne rien dire et d'apparaître comme le camp de la défense de la démocratie. Donc raison pour laquelle nous devons discuter de la démocratie, mais d'une toute autre manière qu'à travers ces dispositifs qui n'ont jamais été construits pour faire autre chose que pour satisfaire des colères qui étaient beaucoup plus profondes. À l'époque, c'est l'altermondialisme. Avec des budgets participatifs qui avaient une autre ampleur en Amérique du Sud, mais qui sont arrivés ici sous forme de miettes qu'on a distribuées à des citoyens en leur disant « Voyez bien, on vous respecte, on a bien compris qu'il fallait vous associer à la politique ». Mais la démocratie, c'est pas être associé de temps en temps, c'est être tout le temps pris dans ce mouvement permanent de définition d'un intérêt général possible. Et ce début de chantier, ce sera le mot de la fin, parce que c'est déjà l'heure de se quitter. Merci Barbara Stigler et Christophe Pébart pour votre présence. On rappelle votre dernier ouvrage, Démocratie manifeste aux éditions Le Bord de l'eau, ainsi que votre spectacle, Démocratie 2500 ans, recherche publique désespérément. Florence Virendeel, merci. L'exposition de Soralia sur l'extrême droite, chez nous aussi, ça pourrait arriver, est accessible gratuitement pour les festivaliers et festivalières. Donc hop, on va la voir entre deux concerts. Et puis je rappelle aussi que le Centre d'action laïque et le Musée des Résistances ont sorti un nouveau dossier
pédagogiques Résister aujourd'hui, disponible gratuitement pour tous les professeurs et tous les citoyens. Et enfin, merci à tous les bénévoles, à toute l'équipe du festival, à Présence et Action culturelle, à Angélie, la Royale Mako et le maître du son Arnaud. Ça fait aussi du bien quand l'engagement et la solidarité se traduisent dans la joie. Bon festival, vive la démocratie et vive les solidarités. Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix.